Coucou. Le vendredi 7 mai 1976, la famille Colombo, qui n'a rien à voir avec le célèbre inspecteur, est découverte non pas assassinée, mais massacrée à leur domicile familial. L'affaire s'annonce dès le départ très compliquée. Personne dans le quartier n'a rien vu ni entendu. Aucun bruit, aucun cri. Mais pourtant, l'un des enquêteurs en charge de ce cas va tout faire basculer et réussir à mettre à jour une histoire absolument morbide avec des rebondissements incroyables. Bienvenue pour une nouvelle HVF. Et avant d'aller plus loin, je viens du futur comme vous en avez l'habitude, je vous propose aujourd'hui de devenir un enquêteur ou une enquêtrice grâce au jeu John Journey qui sponsorise aujourd'hui cette vidéo. John Journey est un jeu d'enquête et d'objets cachés qui prend place dans les années 1920. Vous y incarnez John, une jeune femme qui enquête sur le meurtre de sa sœur. Cette enquête, qui vous mènera à travers des centaines de scènes colorées et mystérieuses, a déjà convaincu plus de 3 millions de joueurs à travers le monde. C'est un jeu vraiment relaxant qui va vous permettre de garder l'esprit éveillé, puisqu'il faudra toujours être à l'affût des objets cachés et des indices cachés sur les scènes. Tout au long de l'aventure, vous allez découvrir des indices vous permettant de venir à bout de l'enquête. Et je peux vous assurer que finir chaque scène en ayant découvert tous les objets cachés et les indices, c'est vachement satisfaisant. Vous avez également la possibilité d'améliorer le manoir familial en y ajoutant toutes sortes de personnalisations que vous mettez où vous le souhaitez. Personnellement, j'aime beaucoup le jeu de par son aspect vintage qui colle vraiment avec l'ambiance des HVF. C'est bien rythmé, les bruitages sont vraiment bons et surtout l'histoire est vraiment intrigante. Le jeu est disponible gratuitement sur Android et iOS, mais aussi sur PC grâce à Facebook et Amazon. Alors aidez June à résoudre le meurtre de sa sœur en cliquant sur le lien en description. Salut à tous, c'est Max Skies. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante, dans laquelle on va parler d'un cas qui risque de beaucoup vous énerver. À l'instar de l'affaire Pamela Smart ou Lori Bembenek, on va parler aujourd'hui du cas Colombo. Et si je dis que cette histoire va vous énerver, c'est parce que la famille Colombo, au moment des faits, est en conflit avec leur grande fille de 20 ans. Et quoi de plus suspect pour les policiers américains qu'une fille de 20 ans qui survit à un massacre familial? J'ai écrit cette vidéo grâce au livre de Clark Horward qui a suivi l'affaire du début à la fin et qui a pu rencontrer plusieurs protagonistes de cette affaire. Il en a fait un livre de 500 pages, donc regardez, j'ai mis tous mes petits stickers et tout, j'ai pas chômé, j'ai bien travaillé. D'ailleurs, au moment où sort cette vidéo, les HVF ont 2 ans, 2 années d'histoire à la fois vraie et flippante, donc merci à vous d'être toujours là aujourd'hui, merci à vous d'être de plus en plus nombreux. On est quand même parti d'assez loin, à la base ça ressemblait à ça, aujourd'hui on est ici, ça fait plaisir, c'est grâce à vous. Merci. Bref, installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner. Et on est parti. Une découverte tardive. Pour une fois, je ne vais pas vous présenter tout de suite la famille qui va être victime de ce massacre, ou en tout cas, pas dans les petits détails. Commençons par la découverte des corps. La famille Colombo est composée à l'époque de Frank, le père de famille qui a 43 ans et qui est ouvrier. Marie la mère a 40 ans et s'occupe de Michael, leur garçon de 13 ans. Ils vivent à Elk Grove Village, banlieue résidentielle à côté de Chicago, dans une très jolie maison au 55 rue Brentwood. Le couple est également parent de Patricia, une jeune fille de 20 ans à l'époque qui s'entend très mal avec sa famille pour diverses raisons. C'est une fille qui a une certaine vision de la vie et qui fait souvent de mauvais choix, donc ça complique un peu le dialogue avec ses parents. D'ailleurs, au moment des faits, elle ne vit plus avec ses parents et ça va lui sauver, mais également lui gâcher la vie. Tout débute donc le vendredi 7 mai 1976 et tous les événements qui vont mener à la découverte des corps ne sont finalement qu'une accumulation de hasard. Ce jour-là, les policiers de Chicago reçoivent un appel banal. Une voiture abandonnée a été signalée par des voisins. Ils relèvent la plaque et découvrent qu'elle appartient à Frank Colombo. Le souci, c'est que l'homme ne répond pas au téléphone. L'après-midi passe et à 16h45, l'agent Kenneth, qui a découvert la voiture, décide de se rendre à l'adresse de Frank pour terminer son service et lui dire où est son véhicule. Ah bah je peux vous dire que s'il aurait su ce qu'il allait découvrir, il aurait pas joué au gentil flic. Arrivé
Arrivé devant le domicile des Colombo, l'agent Kenneth a un très mauvais pressentiment. Il est devant la maison d'une famille de 3 personnes, dont un enfant, et la boîte aux lettres déborde. Les journaux datés de quelques jours sont devant la porte et n'ont pas été rentrés. Kenneth s'approche et entend les pleurs d'un chien. Il va toquer, mais personne ne va venir lui ouvrir. Kenneth, c'est un flic très gentil, mais pas débile. Il sait très bien qu'à ce moment-là, il se passe quelque chose et au lieu d'entrer seul dans la maison, il va appeler des renforts. 2 minutes plus tard, Jérôme, l'un de ses collègues, débarque à son tour. Ils sont donc tous les deux devant la maison des Colombo et vont décider d'entrer. La porte est ouverte et les 2 agents de police arrivent dans un espèce de petit vestibule, voilà une entrée qui donne sur 2 escaliers. L'un qui va en bas et l'autre de seulement quelques marches qui mènent vers le salon. Kenneth et Jérôme vont avancer armes en main. Ils vont arriver dans le salon et être pris d'un frisson. Les 2 agents découvrent Frank Colombo qui est allongé sur le dos dans une mare de sang. L'homme est mort. Il y a des giclées de sang partout, au sol, au mur, au plafond. L'homme a été massacré. Dans le couloir, à côté du salon, Marie Colombo les attend. Elle est en chemise de nuit qui a été remontée jusque son torse, à moitié nue et morte. De nouveaux renforts sont appelés, le quartier est bouclé et une équipe de scientifiques est déployée. Le couple a été massacré. Il y a du sang partout et des giclées sur tous les murs du salon. Celui qui a fait ça avait la rage, des dents sont par terre. Frank et Marie ont également eu le crâne fracassé par un objet contendant. Une équipe va avancer prudemment dans la maison. Ils se rendent vite compte que, même si c'est un peu le bordel, rien n'a été volé. La plupart des bijoux sont encore là, et comme assez rapidement dans ce genre d'affaires, la thèse du cambriolage qui tourne mal est très vite écartée. Les policiers vont finir par arriver au premier étage de la maison, dans une chambre, celle de Michael, qui a 13 ans. Son corps est au milieu de la pièce, massacré à côté d'une boule de bowling qui a servi à écraser le crâne de toute la famille. Michael a reçu plus de 30 coups de ciseaux sur le torse et plus encore dans le dos. L'arme du crime sera retrouvée dans sa chambre, la paire de ciseaux est complètement tordue. Et les enquêteurs se rendent compte que Michael a reçu une balle dans la tête. Ils vont donc se rendre de nouveau sur le corps de Frank et se rendre compte que, quant à lui, il a eu 4 balles. Marie en a eu une. Les corps ont été retrouvés, la voiture de Frank également, mais il manque encore la voiture de Marie qui a complètement disparu de la circulation. Elle n'est pas dans le garage. Une recherche est alors lancée et Patricia est prévenue de la terrible nouvelle. Patricia arrive au commissariat en larmes et tremblante. Elle explique que les relations avec ses parents étaient assez mauvaises depuis quelque temps puisqu'elle avait décidé de se marier avec un homme divorcé qui avait déjà des enfants, un certain Frank Lucas, mais également que depuis 2-3 semaines, elle recevait régulièrement à son appartement des appels anonymes d'un homme lui demandant si elle était bien Patricia. L'enquêteur principal qui va être mis sur l'affaire est Ray Rose, un flic gradé qui cumule plusieurs années de service et qui dispose d'une belle moustache. Eh bien Ray, dès le début de l'enquête, va soupçonner immédiatement Patricia. Il ne sait pas pourquoi, mais voilà, il trouve ça bizarre qu'une fille de 20 ans ne vive plus chez ses parents et que, comme par hasard, toute sa famille se fasse massacrer. Pour lui, Patricia a forcément quelque chose à voir là-dedans. Et il est tellement persuadé de pouvoir résoudre l'enquête en quelques jours qu'il va faire prendre en photo le couple au cas où pour gagner du temps. Donc le vendredi, jour des meurtres, Patricia qui est complètement sous le choc et Lucas qui ne comprend rien à ce qui se passe se font prendre le portrait comme s'ils étaient coupables. Vous le sentez dès le début que la découverte de la vérité concernant cette affaire risque d'être assez compliquée. L'après-midi même, Patricia et Lucas vont être interrogés pour simplement connaître leurs alibis. Et vu qu'ils vivent ensemble, ils vont dire quasiment la même chose. D'ailleurs, j'ai peut-être oublié de le préciser, mais le meurtre, selon les experts, a eu lieu dans la nuit de mardi aux alentours de 23h. Patricia explique qu'elle est rentrée du travail vers 18h mardi, son père lui a téléphoné 30 minutes pour avoir des nouvelles. Voilà, même s'ils étaient en conflit, même s'ils ne s'entendaient plus très bien, Patricia n'a que 20 ans, donc ses parents prenaient quand même des nouvelles de temps en temps. Elle explique qu'ensuite elle a passé la soirée chez elle et que Lucas est rentré du travail à son horaire habituel. Lucas explique quant à lui la même chose, il a travaillé toute la journée dans son magasin, puis il est rentré chez lui.
Une enquête est débutée et rapidement, Ray, l'enquêteur principal, va apprendre que Frank et Mary se sentaient depuis maintenant quelques semaines menacés au point que Frank avait acheté 2 armes, l'une qu'il gardait sous son oreiller et l'autre qu'il mettait sous sa voiture. Mary en avait également acheté une pour sa voiture. Donc c'est bien la preuve qu'il y a quelque chose à découvrir. On n'achète pas d'un coup 3 armes pour se protéger de n'importe qui. D'après les proches de la famille, Patricia avait été prévenue du massacre dès l'arrivée des policiers par un voisin du quartier, mais elle ne s'était pas rendue d'elle-même chez ses parents. C'est un comportement qui va la rendre encore plus suspecte. Voilà, quelqu'un l'appelle pour lui dire qu'il y a énormément de policiers chez sa famille et elle ne cherche même pas à se renseigner, elle attend que quelqu'un d'autre l'appelle. Mais ce qui va conforter Ray que son intuition est la bonne est le fait que 3 jours après la découverte des corps, un homme anonyme va lui donner rendez-vous dans un café. Il s'appelle Glenn et va dire à notre enquêteur que sa sœur, qui s'appelle Nancy, était l'une des meilleures amies de Patricia au lycée et qu'apparemment elle aurait entendu dire que Patricia avait tenté d'engager un homme pour tuer toute sa famille, un certain Lanny. Qu'on soit bien d'accord, hein, on parle là d'une ado de 20 ans qui n'a presque aucun moyen financier. D'accord, elle travaille, mais elle n'a pas la somme nécessaire pour engager quelqu'un qui va prendre le risque de massacrer toute sa famille pour elle, dont son petit frère de 13 ans. Mais qui est donc Patricia et surtout comment en est-elle arrivée à avoir une très mauvaise relation avec ses parents? Une fille tourmentée. Patricia naît le 21 juin 1956. Elle est élevée par sa mère Mary, qui est une femme très droite et qui se soucie énormément du regard des gens. Elle va aller avec Patricia tous les dimanches matins à la messe et l'inscrire à des cours de catéchisme. Bah oui, quoi de mieux que de lobotomiser les enfants dès le plus jeune âge. Elle va avoir une enfance malheureusement marquée par un oncle nommé Gus qui va la violer régulièrement. Alors c'est tristement assez cliché, hein, mais Gus est en réalité un vendeur de bonbons qui part régulièrement en tournée dans sa camionnette. Et donc assez souvent il demandait à Patricia si elle voulait venir. Patricia acceptait jusqu'au jour où Gus s'est arrêté dans un chemin de terre, l'a fait descendre de la camionnette et l'a enfermé à l'arrière pour l'agresser. Ces agressions vont durer plusieurs années et vont faire à Patricia des cauchemars absolument terrifiants. Elle va se réveiller très jeune, en pleine nuit, en hurlant et en pleurant. Mais ses parents ne vont pas chercher à comprendre d'où ça vient et à chaque fois que Gus demandera s'il peut prendre Patricia pour une tournée, ses parents accepteront. La seule chose qui va la sortir de cette situation est le déménagement lorsque ses parents vont acheter leur maison à Grove Village. Gus vit désormais trop loin et ne peut plus venir voir Patricia. Au lycée, elle va rencontrer Jack, son premier amour, avec qui elle va avoir une belle aventure qui se terminera malheureusement puisque Jack va la tromper. C'est un joueur de football américain très populaire au lycée, donc il n'est pas resté fidèle très longtemps. Suite à cette rupture, Patricia va continuer à aller au lycée, puis va faire un stage de découverte professionnelle. Alors comme je vous le disais en début de vidéo, ses parents sont un peu vieux jeu, surtout son père Frank, qui a une vision de la femme assez restreinte. Pour lui, la femme doit rester à la maison, doit être mère au foyer toute sa vie et s'occuper des enfants. Donc au départ, il va y avoir pas mal de disputes parce qu'il va s'opposer au stage professionnel que doit faire Patricia. Il va lui dire « mais écoute, ça sert à rien que tu fasses un stage et que tu découvres le monde du travail, tu ne travailleras jamais, tu seras une femme au foyer comme ta mère ». Bon, heureusement, Patricia va finir par trouver un stage d'elle-même. En stage dans une sandwicherie dans le centre commercial du coin en 1971, elle va faire la rencontre de Lucas alors qu'elle n'a que 15 ans et que lui a 34 ans. Au départ, la relation est amicale. Patricia sert Lucas le midi lorsqu'il vient prendre un sandwich et ils discutent 5 minutes, puis c'est tout. Mais Patricia va très rapidement tomber complètement folle de Lucas. C'est un garçon très classe qui porte toujours de belles chemises, des costumes, il a de beaux cheveux et est directeur d'un drugstore situé dans le magasin. En gros, c'est une boutique dans laquelle on vend un peu tout, des produits de beauté, des gâteaux, un peu de médicaments également. Il y a un gros côté pharmacie et voilà, Lucas en est le directeur. Donc il y a quand même une certaine classe, une certaine prestance pour une gamine de 15 ans. Et Patricia va lui rendre visite de plus en plus souvent. Vous savez, tout doucement, un jeu de séduction va s'installer. Lorsqu'elle va voir que Lucas ne vient pas prendre son sandwich le midi, elle va tout faire pour y aller à la fin de son service et acheter un petit produit de beauté, juste pour pouvoir parler à Lucas. Et Lucas, à son tour, va lui aussi peu à peu tomber amoureux de Patricia. Au fil des discussions, Patricia va mentir. Elle va lui dire qu'elle a 18 ans, alors qu'elle va avoir 16 ans seulement dans quelques semaines. Et le mensonge va passer.
Lucas va y croire simplement parce que Patricia, pour son âge, paraît plus mature. Elle est assez grande pour une fille de son âge, environ 1m75, et fait vraiment jeune femme. Donc Lucas ne se doute pas une seule seconde de sa majorité. Et d'ailleurs, je dis majorité parce qu'elle dit à Lucas qu'elle a 18 ans, mais il faut savoir que contrairement à une idée reçue, la majorité aux États-Unis est de 18 ans, sauf dans 3 États qui sont le Mississippi, l'Alabama et le Nebraska. Donc dans la plupart des États-Unis, si vous avez 18 ans, vous êtes majeur. Quelques différences juste pour acheter de l'alcool. Donc voilà, Lucas se dit que tout est ok, Patricia a 18 ans, certes il en a plus de la trentaine, mais c'est pas grave, elle est majeure. Et Lucas va donc proposer à Patricia un poste dans son magasin. Il va lui dire « Ce job dans le rayon de beauté, on le donne normalement à des gamines qui ne savent rien faire. Mais toi, tu es une femme. » Ah bah là, je peux vous dire que la petite Patricia, qui avait donc 15 ans à l'époque, son cœur a failli exploser. Le beau gosse de Lucas qui lui propose de travailler pour elle, mais on est dans un film. Après une grosse semaine de travail, Lucas va lui proposer de la ramener chez elle, puis il va faire un détour par la forêt pour discuter. À l'abri de tous, ils vont pour la première fois coucher ensemble. Patricia apprendra bien plus tard que Lucas, qui est un homme très gentil, n'est en réalité pas célibataire. Il est marié et bien plus. Mais revenons-en à l'enquête. Des révélations terrifiantes. Après son rendez-vous avec Glenn, qui lui a donné une très grosse piste concernant sa sœur Nancy et un certain Lanny, Ray va se rendre chez cette fameuse Nancy qui va confirmer les faits. Selon elle, Patricia a rencontré ce Lanny lors d'une sortie entre amis. Ils se sont bien entendus et Lanny est un peu un mauvais garçon. Patricia lui a proposé un deal. S'il tue ses parents, il aura l'argent de l'héritage. Lanny aurait apparemment un complice, un certain Norman, et les deux se seraient vantés d'avoir été anciens flics et donc de savoir comment déguiser un massacre en cambriolage. Bon alors si c'est vraiment eux qui ont assassiné toute la famille, ça a complètement foiré, parce que les experts ont compris en 5 minutes que tous ces meurtres n'avaient rien à voir avec un cambriolage qui a mal tourné. Et c'est d'ailleurs ce qui va faire douter Ray concernant cette piste. Quelqu'un l'appelle et d'un coup lui balance tout. Mais il va quand même prendre la peine d'aller interroger Lanny. C'est un homme de 24 ans qui vit seul en banlieue de Chicago et qui enchaîne les petits boulots. Il est arrêté sans souci, il est même à la limite du malaise tellement il ne comprend pas ce qui se passe et après quelques heures en cellule, il est interrogé par Ray. Et Lanny bizarrement va dire exactement la même chose. Il va tout de suite parler. Il explique et il avoue que Patricia lui a demandé de tuer ses parents. Elle lui a expliqué qu'il pourrait entrer par le garage, qu'il pourrait voler les voitures de ses parents, les cacher en ville pour que personne ne trouve leur absence bizarre. Pour l'instant, son témoignage colle avec les faits. Mais a-t-il des preuves de ce qu'il avance? Eh bien malheureusement, oui. Lanny va conduire les enquêteurs chez lui et leur donner des papiers sur lesquels Patricia aurait apparemment dessiné les plans de sa maison, fait une description précise de ses parents et de son petit frère, au cas où au moment du massacre il y ait des invités. Mais aussi des photographies de sa famille et des descriptions assez précises de leur emploi du temps, les horaires d'école de son frère, de travail de son père et les petites habitudes de sa mère pour que le plan se passe au mieux. Lanny passera sur un détecteur de mensonges. Il est en possession de tout ce qu'il faut pour commettre le crime, il a toutes les informations, mais dit qu'il ne l'a pas fait. Eh bien, le détecteur de mensonges sera formel, Lanny ne ment pas. Il répétera d'ailleurs tout au long de l'interrogatoire qu'il n'est ni coupable ni complice. Il dit qu'avec son ami Roman, ils ont juste voulu profiter de la situation pour coucher avec Patricia le plus de fois possible, puisqu'à l'époque, elle n'avait pas d'argent et elle n'avait que son corps à offrir. Ray a maintenant 2 témoignages contre Patricia, celui de Nancy et celui de Lanny, qui en plus de ça a apporté des documents. Je veux dire, perso, j'ai pas les plans de la maison de mon voisin, j'ai pas des photos de lui dans son salon et j'ai pas une description précise de son emploi du temps. Si vous avez ça, vous êtes bizarre. Mais il lui reste encore à interroger Roman, le faux complice de Lanny, pour voir s'il dit la même chose. À ce stade, la résolution de l'affaire s'annonce très facile, et pourtant vous allez voir que ça va être plutôt très compliqué. Roman est un garçon de 33 ans, ex-flic, marié et père de famille. Il a quitté la police depuis plus de 5 ans et travaille en tant que recruteur pour le service civil de la ville. Il va dire exactement la même chose que Lanny. Il n'a rien fait, Patricia a tenté de les engager et ils ont profité d'elle en couchant avec. Puis ils l'ont laissé tomber une fois qu'ils étaient rassasiés. Très classe. Le samedi 15 mai 1976,
11 jours seulement après les meurtres, Ray et ses hommes débarquent à l'appartement de Patricia et Lucas. Il a obtenu un mandat de perquisition et d'arrestation. Et petite touche de cocasserie, le numéro de porte de Patricia est le 911. C'est plutôt marrant. Les policiers vont toquer, annoncer le mandat de perquisition à travers la porte et Patricia va devenir complètement dingue. Elle va hurler « Bande d'ordures, vous ne mettrez pas les pieds chez moi !» Alors là, vous vous dites sûrement « Bon, ça va, c'est des flics, ils ont pris un petit truc pour ouvrir la porte. » Eh bien, pas du tout. Ray était persuadé que Patricia et Lucas allaient obtempérer, allaient ouvrir leur porte gentiment, mais non, les minutes vont passer et en fait, il n'a rien pris. Il n'a pas pris de matériel d'intervention avec ses hommes, donc il se retrouve comme des cons devant la porte. Bon, heureusement, pour arrêter cette humiliation, Lucas va finir par ouvrir la porte. Patricia est arrêtée et Lucas, par précaution, est lui aussi placé en garde à vue. L'appartement est fouillé. On va retrouver un bloc-notes ouvert dont des pages ont été déchirées. Ce type de papier est le même que celui qui a servi à écrire les informations de la famille Colombo et que Lani a donc fourni aux enquêteurs. Il y a également des photos de Patricia nue avec différents hommes dans des positions que je ne peux pas vous décrire en vidéo. Le couple va donc être interrogé. Le problème, c'est que pendant l'interrogatoire de Patricia, il va se passer quelque chose de très étrange puisqu'elle va complètement changer de comportement au point de croire que si elle plaide coupable, Lucas sera libéré. Et on sait que Patricia, au moment de cet interrogatoire, pense ça, puisqu'elle passe un appel à sa tante. « Il m'accuse d'avoir assassiné maman, papa et Michael. Je n'ai pas besoin d'avocat. Ils ont aussi arrêté Lucas et ils ne le relâcheront que si je signe une déposition. T'inquiète pas, je sais ce que je fais. » Bon alors je sais pas vous, mais de mon point de vue, s'accuser d'un meurtre de 3 personnes pour se sortir d'affaire, c'est pas la solution la plus logique. Lucas dira qu'il ne sait rien et Patricia quant à elle va faire une déposition très bizarre qui va pourtant être prise complètement au sérieux par nos enquêteurs. En même temps, ça les arrange, autant résoudre l'enquête le plus rapidement possible. Elle explique qu'elle a depuis quelques jours des visions. Elle voit son père sur la moquette du salon et sa mère allongée dans le couloir. Son frère Michael gît dans sa chambre à côté d'une paire de ciseaux tachés de sang. Elle explique même qu'elle se voit dans cette maison la nuit du massacre, participante à la tuerie. Patricia précise bien évidemment qu'elle était toute seule, mais qu'elle n'en est pas sûre à 100%. Elle demandera alors aux enquêteurs « Si c'est Lucas qui est avec moi dans ma vision, vous lui accorderez l'immunité ?» Patricia était à ce moment-là au bord du gouffre. Elle était dans un état mental complètement catastrophique. Elle va d'ailleurs voir un psy qui va dire qu'elle est dans un état de confusion et de dépression proche du suicide et qu'il y a chez elle des symptômes indiscutables de maladie mentale. Alors peut-on prendre au sérieux cette déposition qui est faite par une fille dans un état mental absolument catastrophique, proche du suicide et complètement choquée par ce qui vient d'arriver par sa famille? Elle parle d'une vision comme quoi elle aurait pris part au massacre mais que Lucas n'était pas là. Ça commence à devenir compliqué cette histoire. Patricia est envoyée dans la prison du comté et Lucas est relâché. L'enquête continue. La deuxième voiture disparue de la famille Colombo va être retrouvée dans une banlieue de Chicago. Elle a été dépouillée par la population locale. Ray va apprendre grâce à divers amis de Patricia que Frank Colombo avait eu une très forte altercation avec Lucas sur le parking du centre commercial un soir alors qu'il lui avait donné rendez-vous. Frank était descendu de la voiture avec un fusil et avait frappé Lucas au visage, lui faisant perdre plusieurs dents. Frank n'acceptait pas du tout que sa jeune fille sorte avec un homme aussi âgé. Faisons donc un retour dans le temps pour voir comment Frank et Mary vont apprendre que leur Patricia sort avec un homme âgé de plus d'une trentaine d'années. Une relation perverse. Pendant l'année 1971, 5 ans avant les meurtres, Patricia va donc se mettre en couple avec Lucas en mentant sur son âge. Mais mentir va lui apporter pas mal de soucis puisque Lucas a une vision assez spéciale de la femme et il a également des fantasmes qu'il vaut mieux pouvoir encaisser avec la force de l'âge. Son délire à Lucas, c'est de voir sa copine actuelle coucher avec d'autres hommes devant lui pendant qu'il les prend en photo. Et Patricia, vous commencez à bien la connaître maintenant, eh bien, elle va vouloir assumer et jouer la grande. À chaque fois, lorsque Lucas lui proposera ce type de rendez-vous, ce type de soirée, elle va accepter. Nous voilà maintenant en 1973, 2 ans que Patricia est avec Lucas et lui ment sur son âge réel. Elle va continuer son travail, continuer d'aller au lycée et ne va pas parler à ses parents de cette relation avec Lucas. Mais elle va apprendre que lui aussi a menti.
puisqu'un jour, au travail, une femme va venir s'embrouiller avec Lucas. Et Patricia, voilà, pour faire la discussion, elle va demander à l'une de ses collègues qui est cette femme. Je précise d'ailleurs que aucune personne dans le magasin quasiment n'est au courant que Lucas entretient une relation avec Patricia. Eh bien, la collègue de Patricia va lui dire « Mais c'est la femme de Lucas, la mère de ses 5 enfants !» Et là, Patricia est devenue livide. Patricia va attendre la fin de son service et avant de rentrer tout de suite chez elle, elle va coincer Lucas dans un coin en lui disant « Mais tu as une femme, tu as 5 enfants, mais c'est quoi ce délire ? De toute façon, tu m'as menti, mais moi aussi je t'ai menti. Lorsqu'on s'est rencontrés, je n'avais que 15 ans. Lorsqu'on a couché ensemble pour la première fois, j'avais 16 ans à peine. » Alors Lucas, en apprenant ça, il va pas trop savoir quoi faire. Il sait très bien ce qu'il a fait faire à Patricia avec d'autres hommes. Il sait très bien qu'il a couché avec elle alors qu'elle était très jeune. Donc si Patricia décide d'aller voir les flics, ça la fout mal. Heureusement ou malheureusement, les deux ont menti, donc au final ça équilibre la balance et ils décident de rester ensemble. D'ailleurs, Patricia va annoncer à ses parents qu'elle veut quitter le domicile, arrêter le lycée et travailler à temps plein au drugstore. Ça fait 2 ans qu'elle est avec Lucas, mais ses parents pour le moment ne sont au courant de rien. Elle va d'ailleurs leur dire « De toute façon, si vous n'êtes pas d'accord, j'ai 18 ans dans quelques mois, je partirai quoi qu'il arrive. » Et c'est à cette époque, 1973, que Patricia va faire une grosse connerie. Voyant que sa relation avec Lucas va assez mal, elle va vouloir se faire remarquer en volant la carte bancaire de 2 employés du magasin et en allant acheter un peu tout et n'importe quoi. Bien sûr, elle va se faire arrêter et son père va devoir payer une caution de 12 000 $ pour la faire sortir. Et Lucas, voyant que Patricia est au plus mal, qu'elle veut partir de chez ses parents, qu'elle veut prendre un peu son indépendance pour pouvoir vivre avec lui et qu'il puisse se voir tous les soirs, eh bien il va avoir une superbe idée, mais vraiment une idée géniale. Il va dire à Patricia, bah écoute, t'as qu'à venir vivre chez moi avec ma femme et mes 5 enfants et je dirais que voilà, t'es juste une employée qui a besoin d'un toit pour quelques mois, ma femme acceptera. Le type a quand même le culot de vouloir faire vivre sa maîtresse de 17 ans maintenant sous le même toit que sa femme. Patricia va accepter. Elle va faire la rencontre de Marilyn et de ses 5 enfants qui ne vont pas trop prêter attention à elle, tellement Lucas a bien préparé le terrain en disant que voilà, c'était juste l'une de ses employées qui avait besoin d'aide. Et les parents de Patricia ne vont pas du tout comprendre cette décision. Pourquoi décide-t-elle de partir alors que ses parents lui offrent un toit, lui offrent à manger et qu'ils ont toujours tout fait pour elle? À force de se poser la question, ils vont bien évidemment comprendre. À chaque fois, Lucas est là, Lucas est dans les parages. Ils comprennent que Patricia a une relation cachée avec cet homme. Marie, la mère de Patricia, va appeler Marilyn, la femme de Lucas, et lui dire « Patricia cherche à vous prendre votre mari, vous en êtes consciente ?» Ce à quoi Marilyn répondra « Je connais mon mari, Madame Colombo, il se fatiguera de Patricia, il se lasse de tout. » Avec Patricia, ça ira encore plus vite. Hormis le sexe, elle ne présente pas grand intérêt, Madame Colombo. Votre fille est totalement superficielle. On est quand même à ce moment-là dans une situation complètement hallucinante. La mère de Patricia appelle la femme de Lucas en espérant qu'elle foute Patricia dehors et qu'elle retourne chez elle, voilà, à son domicile. Mais non, pas du tout. La femme de Lucas est à peu près d'accord pour cette relation. Voilà, après tout, pourquoi pas, qu'est-ce qu'elle a à dire? Je suis désolé, d'habitude j'évite de juger, mais là, la situation est plus que bizarre. L'année 1973 va passer et arrivé en milieu d'année 1974, Patricia va en avoir marre de cette situation. Elle va faire la rencontre d'Andrew, un jeune homme de son âge et futur médecin. Elle va flirter avec lui et se rendre compte que la vie cachée que lui offre Lucas ne lui plaît plus. Elle l'a rencontré à 15 ans, elle en a bientôt 19 et elle veut vivre. Elle va aller voir son père qui, malgré que la relation soit froide, va la soutenir et va lui dire « Pars de chez Lucas, prends un appartement, je te paierai le loyer ». Patricia va faire ses bagages, donner sa nouvelle adresse à Lucas, une grosse erreur, et emménager dans un petit appartement. Le souci, c'est que quelques jours après son emménagement, Lucas va venir toquer chez elle et lui dire « Écoute, j'ai demandé le divorce, je veux être avec toi ». Patricia, à ce moment-là, va se remettre avec Lucas et quitter Andrew. C'est à ce moment-là que ses parents vont péter un plomb et que Frank Colombo va refuser de continuer à payer le loyer de Patricia. Il va appeler Lucas pour lui donner rendez-vous sur le parking du drugstore à la sortie du travail, tard le soir, et va le tabasser en lui disant de laisser Patricia, sinon, je cite, il allait le crever.
Et tristement, c'est à ce moment précis que notre histoire dégénère, puisque Patricia et Lucas vont porter plainte contre Frank, qui va donc être mis plusieurs jours en prison. Sa propre fille dépose plainte contre lui et l'envoie en prison. À ce moment-là, ce moment précis marque la fin de la relation père-fille qu'il entretenait avec Patricia. Et c'est également à ce point précis de l'histoire que Patricia va chercher à se venger coûte que coûte. Mais maintenant, revenons-en à l'enquête, puisque pendant que je vous parle du passé, notre cher enquêteur Ray, qui est lui bien dans le présent, découvre des choses très intéressantes. Des révélations terrifiantes. Nous revoilà en 1976, le massacre a eu lieu, Patricia est en prison et Lucas est libre. Il a été muté dans un autre drugstore de la ville, donc Ray a le champ libre pour interroger ses anciens employés qui ont peut-être vu ou entendu quelque chose. Puisque Ray n'est pas stupide, d'accord, pour l'instant les témoignages parlent surtout de Patricia, mais vu l'ampleur du crime, vu comment les gens ont été massacrés, il est quasiment persuadé que même si Patricia n'a peut-être tué personne, imaginons, elle avait forcément un complice qui était un homme. Une employée nommée Grace va expliquer à Ray qu'avant les meurtres, Lucas paraissait nerveux, très nerveux. Elle explique qu'il cherchait à se procurer une arme parce que selon lui, il avait dit à Grace qu'un gros coup se préparait. Un certain Bert Green, directeur adjoint du drugstore, donc très bon ami de Lucas, aurait dit à plusieurs personnes que Lucas lui avait avoué les meurtres. Mais pour le moment, aucune information sur la possible arme du crime, puisque Ray, depuis le début, a énormément de témoignages, mais manque de preuves scientifiques. Les informations sur l'arme du crime, c'est Roman, l'ami de Lani, qui couchait donc avec Patricia, qui va les donner à Ray. Il explique qu'il a bien fourni un pistolet de calibre 7.65 à Patricia, puisque voilà, elle commençait à bien comprendre que les garçons n'allaient rien faire. Donc pour continuer à coucher avec elle, il lui a offert une arme. Il précise qu'il lui a donné également 6 balles. Eh bien le calibre 7.65 et les 6 balles correspondent exactement au nombre de douilles retrouvées sur la scène de crime. Roman précise qu'il ne sait pas où est l'arme et lorsqu'il a compris que toute la famille Colombo avait été tuée avec son flingue, il a paniqué et il n'a pas été voir de lui-même les enquêteurs. Après avoir eu pas mal de témoignages contre Patricia, Ray en a maintenant 2 contre Lucas et il va aller en chercher un 3e puisque pendant la perquisition de l'appartement que partageait Patricia avec Lucas, il a trouvé une cassette vidéo dans laquelle on voit Lucas en pleine action avec l'une de ses employées nommée Joy. C'est une femme mariée qui a 2 enfants. Et Joy, elle va craquer tout de suite. En voyant la police débarquer chez elle et commencer à lui poser quelques questions, elle va tout balancer. Elle va dire tout ce qu'elle sait. Joy explique que Lucas a essayé de l'impliquer dans le crime, mais qu'elle n'est pas venue témoigner avant. Lorsqu'elle a su que Lucas était dehors et qu'il n'avait pas été emprisonné, elle a eu peur. Lucas aurait dit à Joy d'aller voir un film au cinéma entre 22h30 et 23h30 la nuit des meurtres et de lui raconter les détails du film pour que, au cas où s'il vient être suspecté, il puisse dire qu'il était avec elle. Mais Joy a refusé. Le lendemain du massacre, le mercredi matin, dans la salle de pause, Lucas a dit à Joy: je les ai tous butés. Elle dira qu'il avait les mains pleines de coupures et qu'il lui a raconté en détail tout ce qu'il s'était passé. Mais le scénario, on verra ça un peu plus tard. En juillet 1976, après plus de 2 mois d'enquête et de témoignages, Ray obtient un mandat d'arrestation contre Lucas. Un nouvel interrogatoire, plus musclé cette fois-ci, a lieu. Lucas explique qu'il n'a rien à voir dans cette histoire, mais que de toute façon, il connaît la justice américaine. Si elle a décidé de faire de lui un coupable, il est parti pour passer le restant de ses jours en prison. Il explique que Frank Colombo les harcelait, qu'il passait régulièrement des appels menaçants, qu'il suivait Lucas en voiture, qu'il envoyait Michael au drugstore pour le narguer, pour lui montrer que la famille Colombo n'allait pas laisser leur prendre Patricia. Lucas précise qu'il savait que quelque chose se tramait puisqu'il avait appris que Frank Colombo avait apparemment mis un contrat de tueur à gages sur sa tête et que, apparemment, d'après ce que Patricia lui avait dit, elle avait dû racheter ce contrat pour lui sauver la vie. Bon alors ça c'est du pipeau, hein. Lucas commence
tout doucement à se trouver des excuses. On commence à partir sur des histoires de tueurs à gages. On parle là d'une histoire vraie, hein, on n'est pas dans un film américain. Mais il va également confirmer le témoignage de Roman et Lani en disant que ces deux garçons se moquaient de Patricia, qu'à chaque fois il lui donnait un peu d'espoir en leur disant ok, on va tuer toute ta famille, t'inquiète, couche encore une ou deux fois avec nous, mais qu'il ne se passait jamais rien. Le sentant sur le point de craquer, Ray va attaquer en disant si vous coopérez, ce sera inscrit dans votre dossier, sinon débrouillez-vous. Ce à quoi Lucas va répondre, il n'y a plus la peine de mort dans l'Illinois, pas vrai? Est-ce que l'on pourra être tous les deux dans la même prison? Si je plaide coupable, on pourra être interné plutôt qu'emprisonné? Bon, il en demande peut-être un peu trop et Ray va jouer sur les mots en disant « je verrai avec le juge ». Ça ne va pas du tout convaincre Lucas qui va dire « écoutez, je suis innocent, je n'ai plus rien d'autre à dire ». Pour clôturer le dossier et demander un procès, il reste à Ray à interroger une seule personne, Bert Green, celui à qui Lucas aurait apparemment avoué les meurtres. Et son témoignage va littéralement être le plus choquant de tout le dossier. Bert est un garçon de 28 ans, fils de médecin, marié, père d'une petite fille d'1 an, il a tout d'un gentil garçon. Il est directeur adjoint et gère donc le drugstore avec Lucas. Il connaît Patricia et Joy également. Bert, c'est pas un gros dur et il va tout balancer. Il explique qu'en avril, 1 mois avant les meurtres, Lucas lui a demandé de garder un objet emballé dans du papier. Bert a accepté et lui a rendu quelques semaines plus tard. Lucas a ouvert le paquet devant lui et en a sorti un pistolet de calibre 7,65 mm. Bert explique que Lucas lui a demandé plusieurs fois de faire le taxi pour Patricia qui n'avait pas de voiture. Il devait l'emmener le soir à quelques rues de la maison de ses parents et à chaque fois, elle était habillée très discrètement avec un long manteau sombre, des cheveux cachés par un bonnet et une écharpe autour du visage. Le lundi 3 mai, 1 jour avant les meurtres, Bert a dû une nouvelle fois emmener Patricia en pleine soirée à quelques rues seulement de la maison de ses parents. Mais cette fois-ci, il a demandé à Lucas des explications. Il lui a dit écoute, ça fait plusieurs fois que je fais le taxi, qu'est-ce qu'il se passe? Dis-moi pourquoi tu me demandes d'emmener Patricia. Et Lucas va lui répondre calmement qu'ils ont engagé 2 tueurs à gages pour tuer la famille Colombo, mais qu'à chaque fois ils ne se présentent pas au rendez-vous et que si ce soir ça foire, Lucas devrait faire le travail de lui-même. Ce soir du lundi 3 mai 1976 va marquer un tournant dans l'affaire Colombo. Selon Bert, Patricia est entrée dans la maison de ses parents pour ouvrir la porte au tueur. Tandis qu'elle attendait, le téléphone avait sonné. Pensant que c'était l'un des tueurs à gages qui voulait s'assurer que Patricia soit bien là, elle a répondu. Manque de peau, c'était l'une de ses tantes qui appelait pour avoir un peu des nouvelles. Donc étant donné que Patricia a répondu au téléphone et a dit allô, sa tante a reconnu sa voix et les meurtres ont été complètement annulés puisque sa tante aurait très bien pu prouver grâce à l'appel téléphonique que Patricia était dans la maison des Colombo au moment des meurtres. Mais surtout, ce qui va pousser Ray à déposer son dossier d'accusation contre Patricia et Lucas est la suite du témoignage de Bert, puisqu'il sait beaucoup de choses. Il explique que Lucas, le mercredi 5 mai, donc la nuit après le massacre, était au drugstore bien plus tôt que prévu. D'habitude, c'est Bert qui ouvre le magasin aux alentours de 7h30, 8h. Et là, lorsque Bert arrive, Lucas est déjà dans le magasin. Les deux hommes vont se voir, se regarder, et Lucas va tout avouer à Bert. Il lui a dit avoir été la nuit dernière chez la famille Colombo et avoir tué tout le monde. Il est rentré chez lui vers 4h du matin et a brûlé ses vêtements. Bert parle de tous les détails, le nombre de balles, le déroulé des faits et surtout il dit à Ray que Lucas a jeté l'arme du crime dans un lac après avoir tenté de maquiller la scène de crime. Et effectivement, Lucas, s'il est coupable, a plutôt bien maquillé la scène de crime, il l'a plutôt bien nettoyé, puisque les experts scientifiques n'ont presque rien retrouvé, permettant d'identifier scientifiquement un potentiel coupable. Et je dis bien presque rien, puisque le procès s'annonce surprenant. D'après tous les témoignages que nous avons maintenant, il est assez facile de dire que Lucas a apparemment bel et bien tué la famille Colombo. Mais quel rôle a pu jouer Patricia dans ce massacre? D'accord, elle a tenté d'engager des tueurs à gages, mais ça a foiré à chaque fois. Alors pourquoi n'a-t-elle pas tenté d'engager quelqu'un d'autre? Pourquoi Lucas aurait fait tout le travail tout seul? Patricia sait beaucoup de choses. Malheureusement, elle va attendre plusieurs années avant de parler. Un jugement catastrophique. La machine judiciaire américaine est lancée. L'affaire fait la une des journaux de tout le pays. Patricia Colombo, jeune fille candide ou calculatrice assoiffée de sang, se demandent les Américains. Comment une jeune femme de 20 ans peut-elle organiser le meurtre de ses parents et de son petit frère de 13 ans avec son amant âgé de quasiment 40 ans au moment des faits?
11 mois après les meurtres, le lundi 4 avril 1977, s'ouvre le procès de Patricia Colombo et de Frank De Luca. Ils sont accusés du meurtre de la famille Colombo et cette nouvelle épopée judiciaire nous réserve beaucoup de surprises. Tout d'abord, il faut savoir que Patricia et Luca sont défendus par des avocats commis d'office. Ce ne sont pas des avocats qui sont nuls, bien sûr, mais qui ont beaucoup moins d'expérience et beaucoup moins d'attache envers le dossier. On leur a donné, ils doivent défendre Patricia et Luca, et basta. Pour défendre Patricia, les avocats vont avancer deux choses. Tout d'abord, sa déposition concernant une possible vision d'elle pendant le massacre ne vaut rien. De plus, un psy a clairement dit qu'elle était à ce moment-là complètement dépressive. Sa tante, qu'elle a appelée lorsqu'elle était en garde à vue, témoignera en disant que Patricia lui a dit qu'elle ferait tout pour sortir Luca de cette situation et qu'elle ne comptait pas dire la vérité. Malheureusement dans cette affaire, ce sont les deux seuls éléments que les avocats vont réussir à trouver pour défendre Patricia. Autant vous dire qu'on est mal barré. L'accusation va appeler à la barre plusieurs personnes qui vont donner des témoignages accablants contre Patricia. Mario Colombo, le frère de Frank, dira que Patricia a précipité la crémation de sa famille alors qu'ils avaient demandé à être enterrés puisqu'ils étaient chrétiens. Mario explique que Patricia, le jour de la crémation, n'a pas du tout semblé émue, en larmes, mais elle était froide. Lani va à son tour témoigner contre Patricia, expliquant qu'elle a voulu l'engager pour tuer sa famille et qu'il a profité de sa naïveté pour coucher avec elle. Roman dira également la même chose et avouera avoir fourni une arme à Patricia. Bon, le type est pas stupide, s'il dit devant le juge qu'il a sûrement fourni l'arme du crime à l'accusé, c'est pas pour rien, c'est parce que l'accusation lui a fait signer une immunité en échange de son témoignage. Berthe viendra donner son témoignage et Joy également. Les avocats de Patricia et Luca ne diront rien, ils n'ont rien pour les défendre et laissent faire. Les témoignages sont catastrophiques pour leur futur. Et c'est là que deux experts scientifiques interviennent. Ils vont dire qu'ils ont retrouvé sur le corps de Michael un cheveu appartenant à Patricia. À l'époque, il n'y avait pas d'analyse ADN, donc on comparait le cheveu trouvé avec le cheveu de la principale accusée. Et pour les experts, ce cheveu retrouvé sur le corps de Michael correspond à la chevelure de Patricia, sachant que sa mère n'avait pas la même couleur de cheveux qu'elle. Mais c'est pas fini, puisque les experts vont dire que sur le coffre de la voiture de Frank Colombo, qui a donc été retrouvé abandonné quelques rues plus loin, ils ont trouvé des empreintes de doigts partielles. En gros, partielles, ça veut dire que la personne qui a posé sa main sur ce coffre avait certains bouts de doigts amputés. Là, en l'occurrence, on parle d'une main gauche à laquelle il manque deux extrémités de doigts, comme celle de Luca, sur laquelle il lui manque des bouts de doigts. Sacrée coïncidence. Mais celui qui va venir faire définitivement pencher la balance, qui est déjà pas mal penchée, est un certain Clifford Lee Shield, codétenu de Luca depuis quelques mois maintenant. Ou plutôt, ancien codétenu. Clifford a sur son dos 3 accusations de vol à main armée. Il est sorti de prison dernièrement en attendant son procès puisqu'il a pu payer sa caution de 3500 $ environ. Il a dit que cette caution, c'est Luca avec la complicité de Marilyn, son ex-femme, qui lui avait payé. Luca avait proposé un deal à Clifford. Il le faisait sortir, mais en échange, Clifford s'occupait de Berthe et Joy, les deux témoins gênants du procès. L'accusation pour appuyer ce témoignage a bien évidemment des preuves. Tout d'abord, Marilyn, l'ex-femme de Luca, a bel et bien fait des virements à Clifford pour qu'il puisse payer sa caution. Mais pire encore, puisque Luca est un énorme débile, il a envoyé toutes les informations de Berthe et Joy à l'adresse de Clifford dans une lettre. Cette lettre, Clifford l'a donnée aux enquêteurs, ils l'ont ouverte, ils ont bien vérifié que la lettre n'avait jamais été ouverte, ils ont même relevé les empreintes de Luca sur cette lettre, et dans la lettre, en gros, le titre de la lettre, c'était simplement « Témoin à abattre ». On peut pas faire plus débile, je pense. Marilyn avouera avoir payé la caution de Clifford sur ordre de Luca, mais dira qu'elle ne savait pas qu'il l'avait engagé pour tuer Berthe et Joy. Bon, ça c'est du mytho, hein. Pipo pipo. La défense va apporter tant bien que mal un témoignage pour défendre Luca. Il s'appelle John et c'est un employé du drugstore qui va venir dire à la barre « Écoutez, moi Luca m'a appelé vers 22h30, 23h pour me demander si tout avait bien été à la fermeture du magasin, donc il peut pas être coupable s'il m'a appelé. » Autant vous dire que ce témoignage ne vaut absolument rien puisque Luca, s'il avait voulu se forger un alibi, il a très bien pu, après et même pendant le massacre, appeler John en lui disant « Oui, alors comment ça va ?» Surtout que l'appel ne dure que 2 minutes. Autant vous dire que c'était pas une longue discussion. Luca, qui sera appelé à la barre, dira que Berthe, Joy, Clifford mentent. Patricia ne parlera pas. Il faudra attendre 15 ans pour qu'elle donne sa version des faits. Après 2 heures seulement de délibéré, Luca
et Patricia Colombo furent jugés coupables du meurtre de Frank, Mary et Michael Colombo et condamnés à 300 ans de prison, histoire d'être bien sûr. Je vous ai dit en début de vidéo qu'il fallait regarder cet HVF jusqu'au bout, et bien vous avez bien fait, puisque voici le témoignage de Patricia Colombo. 15 ans après les faits, elle raconte ce qu'il s'est passé, selon elle, la nuit du massacre. La vérité. La thèse officielle retenue dans cette affaire est que Lucas et Patricia ont eu peur de Frank Colombo. Et donc, ils ont simplement décidé de se débarrasser de toute la famille, histoire de pouvoir vivre tranquillement. Bon, d'un autre côté, on pense également que Patricia a bien monté la tête à Lucas en lui disant « Écoute, si tu veux qu'on reste ensemble, tue ma famille et promis, je serai à toi pour la vie. » Mais une toute autre version des faits va faire son apparition en 1992, 15 ans après les faits. Voici ce que Patricia explique. Le 10 avril 1976, un mois avant les meurtres, elle s'est présentée au domicile de ses parents pour faire la paix, s'excuser et revenir chez eux. Elle s'était bien rendue compte que tenter de faire assassiner sa famille était une pure folie d'adolescente. Elle avait coupé les ponts avec Lani et Roman et s'apprêtait à quitter Lucas. C'était une jeune fille vraiment perturbée et qui à ce moment-là aurait eu besoin d'un suivi psychologique. La nuit des meurtres, Lucas lui avait proposé une nouvelle fois l'une de ses soirées avec l'un de ses amis. Patricia, ne voulant plus être prise pour un objet, a fui discrètement et s'est rendue chez ses parents. C'est Michael ce jour-là qui lui a ouvert la porte. Patricia a discuté pendant 30 minutes avec son père de la situation actuelle, lui demandant si elle pouvait revenir à la maison, mais Frank a refusé en lui disant qu'elle avait fait trop de mal à cette famille, qu'elle l'avait trahi trop de fois, et que si elle voulait quitter Lucas, Frank, de nouveau, accepterait de payer son loyer. Après cette discussion, Lucas va débarquer chez les Colombo et Frank va dire à Patricia « Écoute, j'ai dit ce que j'avais à te dire, maintenant rentre chez toi et fais tes choix. » Patricia, qui avait beaucoup pleuré, va se rendre dans la salle de bain et voilà, se passer un coup. C'est à ce moment-là qu'elle va entendre 2 coups de feu. Elle va rester figée sur place, persuadée que son père venait d'abattre Lucas. Dans la salle de bain, Patricia va entendre les hurlements de sa mère. Elle va entendre son petit frère hurler à l'aide. Et puis d'un coup, plus rien. Le silence. Elle va sortir et voir Lucas ensanglanté, ayant massacré toute la famille. Lucas, cette nuit-là, va guider Patricia qui est sous le choc. Va lui faire conduire une voiture jusqu'à leur appartement et, arrivé à destination, il va faire prendre à Patricia des calmants. Elle va s'endormir et s'effondrer. Le lendemain matin, elle se réveille, ne se souvenant de presque rien, quelques visions, et elle comprendra bien plus tard ce que Lucas a fait. Il a passé toute la nuit à maquiller la scène de crime et à disperser les 2 voitures des Colombo au bout de la ville. On pense que cette nuit-là, Lucas a forcément été aidé si Patricia était vraiment en train de dormir à l'appartement. Peut-être par son ex-femme. Elle a quand même été capable de payer la caution pour faire sortir un prisonnier qui avait été engagé par Lucas pour tuer des témoins. Donc pourquoi elle n'aurait pas pu l'aider cette nuit-là? Lorsque Clark Horward, le journaliste qui a traité toute cette affaire, a demandé à Patricia pourquoi elle n'avait pas parlé avant, elle a simplement répondu « Pourquoi faire ? Qui m'aurait cru ?» Et elle n'a pas tort. Au final, qui l'aurait cru après tous ces témoignages contre elle, après qu'elle ait tenté de faire engager des tueurs à gages pour tuer toute sa famille? Un témoignage si facile disant « Bon écoutez, j'étais dans ma salle de bain, Lucas a débarqué, il a tué tout le monde, j'ai rien fait. » C'est un petit peu facile quand même. Je vous avoue que ce témoignage, j'ai envie d'y croire. Pas complètement, bien évidemment. Il y a forcément une part de vérité. Je pense que Patricia n'a pas pris part au massacre, qu'elle n'a pas massacré d'elle-même sa famille, mais qu'elle a monté la tête à Lucas pour qu'il le fasse à sa place. Ce soir-là, peut-être qu'elle a bien été chez sa famille, peut-être qu'elle a bien parlé avec Frank, mais je pense que tout était prévu, qu'elle a juste été voir ce soir-là si toute sa famille était là, et qu'elle a dit à Lucas « Écoute, rejoins-moi dans 10-15 minutes, tu ouvriras la porte et je te donnerai le signal. » Une fois Lucas à l'intérieur de la maison, il a tué tout le monde. Aujourd'hui, Lucas, 82 ans, et Patricia Colombo, 62 ans, sont toujours emprisonnés. Ils ont fait une demande de libération conditionnelle en juillet dernier qui leur a été refusée. Tristement, c'est ainsi que se termine l'histoire de la famille Colombo. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, mettez prison en commentaire. J'espère que cette longue HVF vous aura plu. J'ai hâte de lire vos commentaires. N'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner, ça fait toujours plaisir vu tout le travail qu'il m'a fallu pour écrire et tourner cette HVF. Bref, c'est Max Guys, on se retrouve vendredi prochain à 18 h. Et puis, bye.